mécanismes cognitifs lourds. Et ça devrait être le rôle de l'école. C'est pour ça que, de mon point de vue, l'école devrait décider qu'on apprend à l'école peu de choses, mais des choses difficiles. Or, la logique des programmes, c'est d'apprendre beaucoup de choses faciles à oublier. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, la machine ne vous fera pas apprendre les choses difficiles qui vont rester durablement inscrites dans votre ordinateur intérieur. Mais c'est un changement de modèle profond de l'école. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais être très bref, mais je ne voulais pas intervenir, mais j'étais en gros convaincu par l'exposé, donc je vais plutôt m'arrêter sur deux points qui m'ont embarrassé en fait. L'un est factuel et l'autre est une question. Le point factuel, c'est ce que vous avez dit sur l'histoire en classe de seconde, enfin, en l'occurrence, suppression d'histoire en dernier par le ministre. Bon, vous êtes allé vite sur la philo, hein, vous êtes allé vite sur la philo, en reprenant une observation qui est d'opinion à front d'euro qu'on entend tout le temps, nous les profs de philo, je suis prof de philo, et en fait, moi j'ai corrigé le bac plus tard l'an dernier, les choses ne se passent pas dans l'escalier. Alors, qu'il y ait des problèmes, c'est évident. L'escalier, c'est le cerveau du correcteur. Oui, non, mais, ah oui, d'accord. Alors, j'en viens à l'essentiel. Alors, ma question est bien sûr, je me suis demandé en vous écoutant, relativement à la notion de mérite, j'ai bien compris, ce qui est dramatique dans la notion de mérite, c'est qu'elle est individualisée, c'est de ta faute, et inversement, c'est toi qui mérite. Toutefois, vous êtes allé là sur le terrain du travail scolaire. Bon, on sait bien qu'une des grandes inégalités, c'est le travail scolaire, le temps scolaire en réalité, le temps consacré dans la journée à l'activité scolaire. Certaines familles ont des moments d'études, d'autres en ont moins. Et la question de l'individualisation de ce point de vue-là n'est qu'un des aspects de la question. Vous avez renvoyé en disant on ne sait pas ce que c'est que le travail scolaire. En réalité, on sait un petit peu. Attendez, je vais juste finir, c'est une question. On sait que la présence sur le travail scolaire, je ne dis pas qu'il faut renvoyer le problème à la présence relativement importante dans le travail scolaire, mais le fait qu'on rêve ou ça n'a pas d'importance, puisque le temps est consacré au travail. D'où ma question en réalité. Comment concevez-vous, vous avez parlé d'une journée, d'une année très ramassée, qui était peut-être pas bien structurée dans le temps. Comment comprenez-vous les problèmes de la journée scolaire et comment les comprenez-vous relativement à l'intégration du travail à l'école? De ce point de vue, la campagne électorale de 2007, travailler plus pour gagner plus, était le symptôme de cette individualisation de la valeur travail. Mais le travail, c'est pas seulement valable individuellement, c'est aussi valable collectivement. Alors, je voudrais répondre sur... Parce que c'est pas une plaisanterie sur l'histoire. Je m'intéresse beaucoup aux travaux d'un de mes collègues qui s'appelle Pierre Merle, et qui fait, ou à Patrick Rayoux, qui a étudié la disserte de philo, etc. Alors, rassurez-vous, simplement, le caractère... Si vous voulez, vous prenez 100 copies de philo, et vous les donnez à 30 profs à corriger, les mêmes 100 copies. Bon. Et vous vous rendez compte que grosso modo, il faut 14, je ne sais pas combien, ou 7 corrections pour obtenir à peu près une note comparable. C'est-à-dire que c'est vraiment la subjectivité de l'enseignant. Alors, je voulais vous rassurer, en français, c'est à peine plus faible. En maths, il y a quand même énormément de dispersion. Donc, voilà, je veux dire, c'est des croyances. On croit que la correction, elle est faite de très bonne foi, etc. Mais en réalité, alors en philo un peu plus, parce que il n'y a pas de programme, et puis...